Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nami et Nico Muzuri, Mungu Alape Wasifa. Aujourd'hui, on parle de Last of Us, épisode 3. Cet épisode a été réalisé par Peter Orr et je crois que ce réalisateur a su mettre au moins un peu d'ambiguïté, si je peux dire ainsi. Comparé aux deux premiers épisodes qu'on a fait le rattrapage que je vous mets là, si vous n'avez pas suivi, je suis un peu mitigé par rapport à cet épisode. Deux points que je vais soulever d'ici là. D'un côté, ça me rend un peu mitigé et d'un autre, je trouve que c'est quand même une masterclass. Quand même, ouais. Cet épisode est la continuité parfaite de l'épisode 2. Donc là, on suit Joel et Ellie qui, après avoir perdu Tess, continuent leur chemin, essayant de se rendre à leur lieu de rendez-vous. Avant d'aller plus loin, je vous demanderai à vous qui avez joué aux jeux vidéo, s'il vous plaît, arrêtez d'expoiler. Laissez-nous regarder ceci comme une œuvre cinématique. Parce qu'on a l'impression que à chaque fois qu'on regarde la série et on se demande est-ce que ça ressemble au jeu, il y a déjà quelqu'un qui m'a aussi laissé un commentaire sur la vidéo précédente en me disant que oui, moi j'essaie de regarder pour voir s'ils ont respecté le jeu. Sinon, s'ils ont respecté le jeu, je ne vois pas trop la raison pourquoi en faire un film. Alors pour moi, le plus important, c'est d'essayer de suivre ça comme un film, comme si c'était un film à part entière. Et aussi, je pense que là, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Pourquoi? Parce que cet épisode 3, ça ressemble pas du tout aux jeux vidéo. Pas du tout. Je vais essayer de relater un peu ce qui se passait et puis donner mon point de vue, faire ma réaction après. Donc ici, dans ce film, on suit Joel et Ellie qui continuent leur chemin après avoir perdu Tess. Et là, arrivé à un endroit, Joel qui ne veut pas que la sensibilité ou l'émotion de Ellie soit touchée, chose qui n'était pas vraiment avant. Je vais revenir sur ça plus tard. Joel ne veut pas que Tess puisse se rendre quelque part et Tess, par sa tête, comme d'habitude, elle tient à s'y rendre. Arrivé à l'endroit, c'est par là que l'on découvre plusieurs personnes tuées par les militaires et certainement qui n'étaient pas infectées. Et là, je pense que ça infecte aussi un peu Ellie par sa manière de regarder et Joel qui ne voulait pas qu'Ellie puisse voir cela. Arrivé à ce moment-là, c'est là où on passe finalement à notre moment review du passé. Parce que comme dans les deux précédents épisodes, à chaque fois que ça commençait, la série commençait toujours par le passé pour essayer de nous faire comprendre par où on est parti pour être là où on est maintenant. Dans ce troisième épisode, la grande différence est juste que ça ne commence pas au tout début, ça commence après et on reste dans ça. C'est quasiment ça. On n'est pas trop dans le présent. On est dans le présent au début et à la fin. Mais au milieu, non. C'est un épisode qui dure 1h15. Il faudrait rappeler, l'épisode dure 1h15. Et dans cet épisode, on a presque 15 minutes ou 20 minutes, si je n'abuse pas, du temps présent. Le reste, c'est le passé. Ça, c'est un point que je vais aborder plus tard. Quand Ellie découvre cela et Joel essaie de l'expliquer comment ça s'est passé, c'est par là qu'on se plonge dans le passé. Et dans le passé, on commence à suivre Bill. Bill, c'est un nouveau personnage que l'on va apprendre à faire connaissance, puis on va oublier facilement parce que je pense qu'il ne reviendra plus. Je pense par rapport à ce qui s'est passé. Bill, c'est quelqu'un qui est vraiment radical, quelqu'un qui n'a presque plus foi en la nature, foi en monde. Pendant qu'on essayait de faire sortir ou d'évacuer toute la population, lui, il préfère rester là, il se cache et il préfère rester seul parce qu'il n'avait plus foi en l'homme. Et là, il va faire finalement la connaissance de Frank. Frank, un personnage que l'on va apprendre à connaître, peut-être à aimer et à oublier. Voilà. C'est presque ça. Cet épisode se passe que sur ces deux personnes. À partir de là, on va commencer maintenant à voyager dans le temps. Donc on va quitter l'année 2003 pour montrer 3 ans plus tard, 3 ans plus tard, puis 10 ans plus tard. On va un peu rester sur l'année 2013, puis finalement, on va arriver en 2023. Je pense que dans cela, c'était aussi pour nous montrer que Bill connaissait Joel, pour essayer de nous expliquer ce qui allait se passer à la fin. Ce que j'ai remarqué, il n'y a pas trop d'action, ou faudrait simplement dire qu'il n'y en a presque pas, parce que quand il y en avait, on ne voyait presque pas. On entendait l'action, mais on ne voyait pas. Par rapport à ce que le 1 et le 2 ont prédit en termes d'action, en termes de zombies, là, on n'en a vu qu'un seul, si je ne me trompe pas. Non, on en a vu 2. Un qui était déjà sous les pierres et un autre que personne n'a tué à part les pièges et puis c'est fini. Cet épisode pour moi c'était l'épisode où on devait vraiment s'asseoir pour essayer de comprendre l'histoire. Mais ce qui est bizarre, ce qui me rend un peu mitigé parce que j'ai dit qu'il y avait 2 points, que le premier c'était le fait que je le trouve un peu, ça me rend un peu mitigé par rapport à la manière dont c'est présenté, mais le deuxième point c'est que c'est quand même une masterclass par la manière c'est fait. Donc je sais que c'est bizarre, je suis mitigé et je crie toujours masterclass, ça c'est vraiment bizarre et je sais que c'est vraiment assez compliqué. Ce qui me dérange un peu par rapport à ça, c'est le fait qu'on a eu près d'1 heure à présenter Bill et à nous parler après de sa relation avec Frank. La partie mitigée en moi me dit je ne vois pas trop l'importance pourquoi nous montrer ça en 1 heure. Juste pour nous dire qu'ils se connaissaient avec Joel et avec Tess. Ellie et Joel sont arrivés quelque part où Joel n'avait presque plus de munitions et il a même laissé son arme parce qu'il n'en trouvait plus d'importance. Déjà il n'avait plus de munitions à mettre dedans, mais il devait se rendre à l'endroit où il savait qu'il pouvait en trouver. Et arrivé à l'endroit, maintenant là on nous relate en 1 heure l'histoire de cet endroit là pour qu'après on revienne chez Ellie et Joel
nous montrer qu'ils sont arrivés finalement là. Que s'ils sont arrivés là parce que Joel connaissait. Quelque chose qui peut se raconter en 10 minutes ou en 15 minutes, je pense. On passe tout le temps avec Bill et Frank. Bill qui est trop restreint. Frank, lui, il est vraiment ouvert quoi, au monde. Il préfère faire des amitiés, avoir des relations et tout ça avec d'autres personnes. Et c'est par lui qu'ils vont finalement faire connaissance de Joel et Tess. Mais après, on voit que les deux vont vieillir, vont mourir. Et puis après, Joel finalement va arriver là avec Ellie pour se rendre compte qu'on lui a laissé une note par Bill qui sont déjà morts. Et tout ça, sachant que lui, il était la seule personne à pouvoir venir. Et à partir mitigée, je me dis, bon, ok, on s'est habitué dans les 2 premiers épisodes de voir toujours le passé pour nous expliquer le présent. Mais là, ils essayent de nous faire vivre un passé. Et ils nous montrent au début le présent pour nous expliquer le passé, pour avoir des personnages peut-être qui ne reviendront plus. Peut-être qu'on aura des flashbacks, parce que là, dans cet épisode, on a encore vu Tess, qui était déjà morte dans l'épisode passé. Alors je me dis, peut-être si on doit les revoir, ça serait encore en flashback. Mais je vois pas la raison pour qu'on va les revoir. Pourquoi montrer ces personnes? Pourquoi nous emmener dans cette profondeur en termes d'histoire pour les effacer après, quoi? Et après, on les voit plus. Après, ils seront plus là. Est-ce que c'était vraiment important de nous montrer ça? Ça, c'est la partie mitigée. Maintenant, la partie masterclass, je dirais quand même que la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est présenté, c'est bien rendu. Très bien rendu. Visuellement parlant, en termes de la couleur, de la lumière, de set dressing, même par l'audio, la musique emporte toujours. Masterclass, pourquoi? Parce que je me dis, on peut pas non plus tuer la série dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment au tout début. Et je pense que les showrunners essayent de nous mettre vraiment dans le bain, de nous faire comprendre, pour ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, et même pour ceux qui en ont joué, déjà d'essayer de les dribbler un peu, de les compliquer, mais aussi d'essayer de les montrer autre chose qu'ils n'ont pas vu forcément de la cinématique. Là, on essaye de nous montrer à quel point le monde est devenu trop isolé. C'est devenu angoissant de vivre dans ce monde-là. Il vit seul, c'est comme si vous vivez dans une ville où vous êtes la seule personne. Un peu I am the legend, quoi. Ben là-bas, au moins, il vit avec des zombies. Il n'était pas seul, il avait son chien et les zombies. Bill est vraiment seul avant de faire la connaissance de Frank. Même les deux vivant ensemble, on sent que Frank essaie de faire des choses, essaie de mettre la peinture, il essaie de se distraire parce que ça montre à quel point le monde est devenu chaotique, le monde est devenu isolé. C'est ce qu'on doit retenir dans cet épisode. On ne voit que 5 acteurs. Dans Joel et Ellie qui sont vivants, Bill et Frank qui vont mourir, et Jess qui est déjà morte dans l'épisode précédent. Je me dis, ça nous montre vraiment comment est cette série. On ne va pas chaque fois aller crier ou chercher les combats, chercher les bastons, les zombies et tout ça. Faudrait à un moment donné qu'on se repose. Comme je dis, la partie mitigée, je me suis dit, bon ok, on nous a montré tout ça pour nous faire comprendre après que bon, si Joel et Ellie sont arrivés là, c'est parce que Joel connaissait l'endroit, il savait tout ce qui se passait vrai, mais parler de ça pendant 1 heure, c'est ça la partie mitigée. Mais la bonne partie, c'est bon ok, si j'enlève cette partie-là, j'enlève l'idée que ça soit de Last of Us où on doit avoir des zombies, des momies et toutes ces personnes-là bizarres. Je prends ça, cette série-là, cet épisode-là comme un film à part entière. L'émotion, on nous l'a vendu. C'est là où je dis, c'est une masterclass en épisode seul. Mais comparé aux 2 autres, je suis un peu mitigé en disant, bon ok, peut-être le 4e épisode nous expliquera mieux, nous parlera d'autres choses que l'on n'a pas vu. Mais à part ça, la partie technique, quelque chose que j'ai vraiment remarqué, c'est le fait qu'ils utilisent presque à tout moment la caméra sur épaule, quoi. Rare sont de fois, tu as une caméra lockdown sur un trépied. Non, c'est vrai qu'il y a des images de grue et tout ça, mais à chaque fois on a l'impression vraiment de flotter. On a l'impression, les réalisateurs voulaient nous donner l'impression du témoignage, nous donner l'impression que nous faisons partie de ce film-là, nous faisons partie de cette histoire-là. Si je dois même rappeler quelque chose, ça serait la relation entre Joel et Ellie. Dans l'épisode 1, et à la fin de l'épisode 1 et l'épisode 2, on a senti à quel point il régnait le froid entre ces 2 personnages. Et je trouve ça c'est un peu fait à la hache ou assez rapidement, le fait que Joel commence à avoir de l'empathie pour Ellie et vice versa. C'est vrai qu'ils allaient finir par arriver là parce que si vous êtes que 2, même si vous vous détestez, ça va s'arranger avec le temps. Mais là, on a l'impression que à l'épisode 2, ils s'entendaient vraiment pas. Dans l'épisode 2, c'était vraiment du style chien et chat. Joel prend le temps d'expliquer à Ellie et même d'être patient envers elle parce qu'elle pose trop de questions, mais le gars prend le temps quand même il s'efforce de répondre. Et je me dis, il y a quelque chose qui s'est passé entre l'épisode 2 et 3 qu'on n'a pas suivi. C'est des petites choses comme ça qui me rend un peu plus perplexe pour dire bon. Ok, bah, c'est quand même une série télévisée, donc on va pas non plus rester éternellement on essaie de passer rapidement. Voilà un peu ma réaction par rapport à ce 3e opus, ce 3e épisode de Last of Us. Et là, on se lance sur notre partie analyse. On va voir surtout les bonnes choses qu'ils ont continué à les faire, qui m'ont vraiment plu. Et après ça, on va bien sûr clore notre 3e réaction et analyse. Je prends ma tablette et puis là, on y va. Pour ce premier slide, je commence par l'image presque d'intro où on nous introduit Bill. Et ici, je remarque une chose, je remarque qu'on reste toujours dans cette logique de montrer ou de parler sur des silhouettes, essayer de nous montrer les silhouettes, plus travailler sur cela, avoir des lumières par devant entre le personnage et la caméra. Et là, on voit la silhouette de Bill,
Elle qui est assise devant ses moniteurs ou ses écrans, parce que comme j'ai dit, il essaie vraiment de se cacher pour ne pas être pris ensemble avec la population afin de rester seul. Là, on le voit, on sent qu'il y a les lumières, les seules lumières qui viennent sur cette scène proviennent juste des moniteurs qui sont là devant lui, quoi. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le travail de la lumière, la manière dont ils ont essayé de rester sur cette logique de nous présenter toujours les personnages dans le noir. On sait que dans cette série, il fait un soleil de fou, un soleil vraiment assez ardent en extérieur. Ce qui fait justement que le virus puisse se propager vraiment très facilement. Mais on voit à chaque fois, même s'il fait chaud, il fait soleil, il fait la lumière atroce en extérieur, quand ils sont à l'intérieur, c'est vraiment de l'obscurité. Et on le voit sur ce plan. Ici, on a Ellie qui utilise une lampe torche. Et là, on sait voir la lumière de cette lampe torche-là qui éclaire le zombie normalement qui était allongé devant elle. Mais techniquement parlant, pour arriver à faire ceci, il faudrait avoir cette torche et avoir un white bounce. White bounce. Appelons ça white bounce. Là où la torche va sur le white bounce et le white bounce qui reprojecte ça sur le visage de Ellie. Et on sait voir comment la lumière elle est douce. Et puis pour faire encore la chose que j'aime, essayer toujours de nous présenter le personnage même s'il est dans le noir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que le trou par lequel Ellie est passée, qui est là derrière, puisse avoir de la lumière. Comme ça nous fait une sorte de douche de lumière qui descend sur la scène. Et je suis sûr que vous avez déjà compris où j'essaye d'aller. Et là, on a la silhouette de Ellie qui est bien présentée de ce côté-là. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a aucune autre lumière. Et on ne peut pas avoir une lumière parce qu'il est presque dans une cave. Et là-bas, il n'y a pas de fenêtre et absolument rien. Alors, ils font en sorte d'avoir cette douche de lumière qui descend par là pour essayer juste de nous donner cette silhouette d'Ellie. Mais quand on regarde, on se rend compte encore qu'ici, même s'ils font ça, ils vont quand même assez loin. Ils disent que non, on ne peut pas avoir une lumière qui se ressemble, on doit avoir quand même une harmonie de lumière. On va encore dans tout ce qu'on a l'habitude de voir, tout ce qui est froid, ou je dis froide en termes de lumière, et chaude. Donc on a une lumière chaude derrière, qui descend en douche, et une lumière froide qui vient là. Et ça nous fait une très belle harmonie des couleurs, et on voit que c'est tellement bien désaturé pour ne pas justement trop tuer notre œil. Puis on va finalement conclure par la direction artistique. La direction artistique, il continue toujours à aller de plus en plus loin et surtout à me bluffer. La direction artistique a vraiment été bien réfléchie par rapport aux couleurs que nous avons sur la scène. Regardons le t-shirt que Ellie porte. Le t-shirt qui est là, qui est rouge ou un peu du rouge bordeaux si on veut le dire, c'est presque la même couleur, si on prend le t-shirt, c'est presque la même couleur que nous retrouvons sur les fleurs qui sont sur le rideau. Et là, quand on voit ces fleurs, on voit qu'il n'y a que deux couleurs qu'on utilise. On a ce rouge et ce vert vraiment travaillé. Parce que là, on a du vert assez travaillé. Même le gris qu'elle porte là, je suis sûr que ça va plus dans la famille de green. Et c'est les mêmes couleurs que l'on retrouve aussi sur les rideaux. Là, c'est aussi du green, travaillé d'une certaine manière. Et on peut même voir, si on regarde le mur, on sent que le green est presque là. Et bien sûr, le marron qui représente encore la couleur rouge. Le marron qui représente encore la couleur rouge qu'elle porte et même ce qu'on a sur la fenêtre. Et faire quelque chose que j'aime énormément, c'est placer l'acteur non loin de la fenêtre. On a notre fenêtre là et on sent la lumière qui provient de la fenêtre qui vient pour bien éclairer et je pense que c'est ce plan qui va clôturer notre vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça a été instructif pour vous comme d'habitude et moi je me suis fait un plaisir de regarder cet épisode et surtout de le partager avec vous, de faire ces quelques études sur 2 ou 3 planches qu'on a eu à voir aujourd'hui. Pour cet épisode, quand je vous ai dit 2 points, mitigé et masterclass. Donc, je sais que c'est bizarre d'en avoir les deux à la fois, mais je pense que je me suis bien expliqué. Sinon, et si vous avez compris autre chose, laissez-moi vos commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre si besoin y a. Dites-moi comment vous avez compris ça, comment vous avez trouvé cet épisode. Et moi, je vous demanderai avant de partir de me laisser un pouce bleu et aussi de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait en activant la cloche et partagez-la aussi avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur mes autres plateformes, Instagram, Facebook ou Twitter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Bye.